Bonjour et bienvenue sur les plateaux de Kaina TV. Pour cette émission, nous accueillons dans nos studios Thomas Raymond. Bonjour Thomas. Bonjour. Aujourd'hui, on va parler un peu de vous et un peu du battle. Dans quel environnement familial avez-vous grandi? Moi j'ai été élevé par ma mère toute seule, donc après je suis fils unique, mais j'ai 3 demi-sœurs et demi-frères. Et ouais, j'ai grandi en fait moi au quartier Las Rebes qui est vers les Cévennes, donc jusqu'à 12-13 ans. Après j'ai déménagé à Latte, après à Palavas et voilà. Et puis après j'ai vécu à Montpellier jusqu'à il y a 5 ans et maintenant j'habite à Nîmes. Donc voilà, vous savez tout. J'ai 2 enfants. La profession de vos parents et quels rêves et ambitions avez-vous? Alors ma mère, elle travaillait au CNRS, donc elle était chercheuse dans une unité de neurophysiologie sensorielle, donc elle travaillait sur l'oreille interne. Et quelles ambitions j'ai? De continuer à travailler dans un métier qui me plaît, dans un domaine qui me plaît, que mes enfants et ma famille aient la santé, et puis d'arriver à développer des projets qui sont intéressants à la fois humainement et puis artistiquement, puisque c'est notre domaine. Donc voilà, à peu près mes ambitions. Ok, est-ce que vous avez des passions et des sports pratiqués depuis? Alors moi mes passions, c'est tout ce qui est lié à ce dont est fait mon métier, donc tout ce qui est la danse hip-hop, la culture hip-hop en général, le skateboard et le BMX, et après, alors malheureusement, donc j'ai 45 ans, donc mes os et mes articulations sont vieilles, donc ce que je fais le plus souvent, c'est de la natation et puis du skateboard de temps en temps aussi maintenant avec mes enfants, puisqu'ils ont 13 et 11 ans, donc on va des fois au skatepark. Et puis de la danse un peu quand on est sur des stages ou sur des animations ou des projets divers et variés. Ensuite, suite au parcours professionnel, l'association Attitude a été créée en 1998. Donc depuis 1998, elle a été créée par qui et pourquoi? Alors en fait, à la base, l'association Attitude, c'est l'évolution d'une autre association qu'on avait créée en fait moi quand j'avais 15 ou 16 ans en 88-89, qui était en fait une association qui s'occupait d'animer en fait le premier skatepark de la ville de Montpellier, qui était sur le quartier d'Antigone, juste derrière les échelles de la ville, et qui était au terminus du bus numéro 1, donc qui desservait la Paillade et qui arrivait au centre-ville. Donc, et où en fait du coup il y avait un regroupement sur ce skatepark d'un peu tous les passionnés, alors à la fois de skateboard, de roller, à l'époque il n'y avait pas trop de BMX, des graffeurs, des danseurs, donc c'était un peu un lieu de rassemblement un peu informel où tous les jeunes, on va dire, qui étaient un peu passionnés par ça, même s'ils n'étaient pas très nombreux à l'époque, se retrouvaient, parce que du coup c'était un peu le lieu central de Montpellier. Et en fait on a monté une première association en 89 pour pouvoir justement arriver à animer un peu cet endroit, à proposer des cours, à essayer de faire vivre le skatepark. Donc cette association elle a été montée avec des amis, à l'époque on était encore au lycée, qui étaient tous passionnés par ces disciplines-là. Et en fait on a commencé à monter un premier festival. La première édition c'était décembre 90 je crois, en plein hiver, où il y avait 30-40 personnes, où on avait fait ça entre potes, avec des gens qui peignaient, qui dansaient, qui faisaient du skateboard. Du coup cette association, on donnait aussi des cours de skateboard à la base avec la ville de Montpellier. Et en fait, donc le skatepark après a été détruit parce que c'était très gênant au niveau des voisins. C'était en plein milieu du quartier d'Antigone, donc ça faisait un bruit pas possible. Nous, quand on faisait le festival aussi, les 2-3 années où on l'a fait là-bas, pareil, c'était pas mal de bruit, pas mal de jeunes, pas mal de graffitis sur les murs, enfin de trucs qui plaisaient pas trop. Et du coup, le skatepark a été reconstruit après au domaine de Gramont, donc en face du Zénith, en 91. Et du coup, donc l'association, nous, on organisait chaque année une rencontre, en fait, parce que du coup, on voulait se regrouper, faire voir aux gens ce qu'étaient ces cultures, ces disciplines.
Et du coup, cette association-là a vécu jusqu'en 95-96. Et après, quand le festival a pris un peu d'ampleur, puisqu'on s'est retrouvé en 95 avec 6-7 000 personnes sur ce parking du Zénith, avec un truc toujours fait un peu de briques et de broc, avec voilà, les potes des potes qui amenaient la sono, qui amenaient les scènes, qui amenaient le son, les artistes qui venaient gratuitement. Enfin, donc, du coup, on s'est retrouvé un peu bloqué parce que la mairie ne voulait plus qu'on organise le festival là-bas. Donc on s'est retrouvé un peu en guerre avec la ville à l'époque, avec Georges Frêche. Il y a eu tout un tas de tractations. Et donc du coup, on a fait quelques éditions après sur le domaine de Gramont, mais sur l'espace rock en fait, qui était un lieu qui permettait d'accueillir des gros concerts, genre Rolling Stone. En fait, c'est une espèce de plaine un peu vide, un champ en fait. Et du coup, on a remonté une association, justement parce que là, du coup, ça prenait un peu plus d'ampleur, donc il fallait organiser ça un peu différemment. Et donc c'est de là qu'est née l'association Attitude, donc en fin 97, pour voilà, organiser ce festival et puis arriver à continuer, on va dire, à structurer un peu ces disciplines aussi, un peu toute l'année, puisqu'il y a le festival, on va dire, qui est un peu la fête de fin d'année, et puis mais toute l'année, on travaille aussi sur des projets un peu à l'année. Okay. Le Battle of the Year a été fondé en 2000. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça? Alors, le Battle of the Year France, donc ouais, la première édition, en fait, c'était pas 2000, c'était 2001. Où on était dans le cadre de ce festival, là où on était retourné sur notre parking en face du Zénith, après quelques expériences et quelques années un peu à droite à gauche au niveau de l'organisation. Et en fait, nous, on avait remonté un concept en fait qui était un concept qui s'appelait Urban Circus, en fait, qui était un peu comme une fête foraine qui reprenait un peu voilà, toutes les disciplines de la culture hip-hop, du skateboard. Il y avait des concerts, il y avait aussi du reggae, il y avait, donc c'était vraiment une fête comme une fête foraine, donc sur ce parking avec 2 allées, et du coup on cherchait un peu à labelliser les différents endroits. Donc on avait la partie skateboard où on faisait une coupe d'Europe de skateboard, on avait une scène reggae qu'on appelait Rumble in the Jungle, où c'était des sound systems reggae qu'on invitait un peu d'Angleterre avec des chanteurs jamaïcains. On avait une scène rock qui avait son label aussi, et du coup, et sur la danse, en fait, depuis pratiquement le début, on avait justement, à l'époque c'était pas des battles, c'est plutôt des spectacles qu'on faisait. Et en fait, on cherchait à labelliser un peu ces choses-là. Et il y a un artiste en fait qui était venu sur plusieurs festivals un peu avant 2000, qui s'appelle Mode 2, et qui lui était aussi en lien avec l'organisation du Battle of the Year en Allemagne, puisque le Battle of the Year international, lui, a été créé en Allemagne dans les années 90. Et il cherchait des correspondants un peu dans différents pays pour pouvoir justement organiser des qualifications. Donc, et comme Mode était venu 2-3 fois sur le festival les années d'avant, on avait un peu discuté, on en avait parlé. Moi j'étais monté en Allemagne à la fin 2000 pour les rencontrer. On a dit bon ben voilà, on fait une première expérience pour voir ce que ça donne, donc en 2001. Dans le cadre de ce festival, donc Urban Circus, et c'était la partie danse en fait du festival. Donc du coup ça s'est bien passé. Le gagnant français après a gagné le Battle International en Allemagne en octobre 2001. Et donc depuis, l'aventure continue. Donc depuis 15 ans, chaque année, on a réorganisé cette qualification-là. Okay. En 2015, le Bocchi fête ses 15 ans. Est-ce que vous vous attendiez à un tel succès? Alors, un tel succès, oui, parce que, un tel succès, après c'est toujours relatif. On savait que là, on était revenu à Montpellier depuis l'année dernière, donc depuis 2014, puisqu'on a passé 3 ans à organiser le Battle à Nîmes. On est à peu près toujours dans les mêmes taux, on va dire, de fréquentation, en termes de monde, donc je dirais que ça, maintenant, on a un peu l'habitude. Après, ce qui était intéressant sur cette 15e édition, c'était un peu l'aboutissement d'un travail qu'on fait sur l'outre-mer, notamment à Mayotte, justement, où là on travaille depuis 3-4 ans sur des dispositifs. Le fait qu'il y ait des compagnies, des groupes, des crews montpelliérains aussi, c'était intéressant pour voir justement que ça faisait depuis 2013 qu'il n'y en avait pas eu. Donc du coup ça a permis de... En plus il y en avait 2, donc il y avait une concurrence entre les deux, c'était intéressant à voir.
Et après, il y a tout le travail de fond, donc on a tourné un peu sur tous les villages un peu aux alentours de Montpellier, là, sur les stages. Il y a ce qu'on a fait ici dans le quartier avec le Circle Vibes, qui était aussi intéressant, parce que pour nous c'était intéressant de revenir aussi dans le quartier, parce qu'on a organisé le Battle of the Year aussi en 2003 au Palais des Sports à Coubertin, donc c'était aussi un peu le clin d'œil de l'anniversaire. Et puis donc voilà, après on était, on va dire qu'on a fêté dignement l'anniversaire, puisqu'il y a quelques groupes qui se sont un peu chauffés, c'est un peu bastonné, donc ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu. Donc voilà, donc c'était une édition, on va dire, qui était dans la lignée des quelques années précédentes, et où ça a été un bon succès, donc tout s'est bien passé. Combien de temps de préparation il vous a fallu avant de faire le Bounty? Alors grosso modo, pour nous, le Battle of the Year, c'est à peu près 4 mois de travail à peu près pour l'équipe. Alors pas 4 mois pleins, on va dire, avant le Battle of the Year, parce que il y a un travail de préparation, notamment avec ce qu'on fait sur l'outre-mer, où on y est en général en fin d'année précédente. Après, il y a tout le travail, pareil, qui commence à partir d'octobre-novembre, tout ce qui est la réalisation des affiches, des choses comme ça. Mais grosso modo, c'est à peu près 4 mois de travail. On est 3 personnes à travailler dessus. Donc une personne à la communication, une autre personne qui est plus sur tout ce qui est billetterie et direction de production, sur tout ce qui est technique, et moi qui suis plus sur la partie, on va dire, administrative, et puis programmation ou direction artistique, si on peut appeler ça comme ça. Plus après, pendant la semaine d'avant le battle, il y a un peu plus de monde qui travaille, mais c'est grosso modo voilà, 3-4 mois de travail à peu près pour tout préparer. Vous aviez combien de salariés et des bénévoles qui ont participé Alors, sur les salariés, donc nous on est 3 à plein temps dans l'association où on s'occupe du Battle of the Year, plus d'autres dispositifs ou d'autres projets. Après, on a à peu près une trentaine de personnes qui travaillent au niveau de la technique, au niveau de tout ce qui est audiovisuel, justement la captation au niveau de la télé, tout ce qui est captation d'images. On a à peu près une quinzaine, vingtaine de bénévoles sur le jour même, en fait, pour justement tout ce qui est l'accueil des crews, tout ce qui est les repas, enfin, tout ce qui est vraiment la mise en route. Et on a à peu près une dizaine de bénévoles qui nous suivent à peu près sur la semaine aussi, pour justement les stages, un peu toute la préparation, tout le festival qui est un peu en amont donc, sur le battle. Votre expérience dans les coulisses du Zénith pour cette année? Pour cette année. Écoute, comme je disais tout à l'heure, Jacques Manon, on est à peu près rodé. Bon, ce qui est toujours un peu intéressant, c'est de voir un peu justement les groupes se préparer, la tension qu'il peut y avoir et la pression qu'ils ont un peu avant de rentrer sur scène, l'émotion pour certains, parce que notamment ceux de l'outre-mer, on les suit un peu sur toute l'année, donc du coup ils arrivent la semaine d'avant, et sur le jour J, on sent qu'effectivement ils ont un peu la pression. Et puis après, c'est surtout courir à droite à gauche, gérer les derniers trucs un peu imprévus, gérer les lancements, avant l'ouverture, où là c'est toujours un peu stressant parce qu'il faut que tout soit prêt et puis que le public rentre. Et ensuite, après, c'est la gestion de la compétition, donc c'est vraiment de faire en sorte que les groupes soient là en temps, en heure, avant de monter sur le plateau, qu'il n'y a rien qui se casse, qui tombe, machin. Respecter le timing, parce que du coup, à partir de 9h30, on était en direct aussi sur Internet. Donc voilà, puis après, gérer aussi comme cette année, les tensions, les groupes qui ne sont pas contents parce qu'ils perdent ou parce qu'ils ne sont pas qualifiés. Donc voilà. On va faire une petite parenthèse et je vous propose de regarder un reportage réalisé par Farah, Yves et Yasmina. D'accord. Nous sommes le groupe Les Styles, nous venons de Mayotte, on est à Montpellier aujourd'hui pour présenter l'île en tout cas dans le breakdance.
Et du coup, nous, on est un groupe qui a été créé en 2001 par le Padre, qui est là. Et donc, c'est Desailly, de son surnom, qui a permis que toute cette jeunesse, ces différentes générations, de profiter du breakdance, en tout cas de ces disciplines et tous ces avantages qui sont autour. Donc, on est un groupe ancien aussi, mais qu'on travaille aussi avec beaucoup de jeunes. Moi, de mon côté, généralement, on a tous commencé à l'adolescence, parce que c'est là qu'on se rend compte qu'on peut, comment dire, on peut participer à la vie sociale tout en se mettant en valeur, et en se mettant en valeur surtout, je dirais pas trop origine, mais bon, à peu près l'origine d'où l'on vient. Et donc ces jeunes-là, ce sont des gens qui veulent s'exprimer, mais d'une manière plus, on va dire, noble, c'est-à-dire à travers le mouvement du corps, la danse. Et c'est surtout pour ça qu'on commence tôt, pour pouvoir s'exprimer tôt. Nous, Battle of the Air, c'est une valeur sûre, c'est la vitrine qui nous permet déjà de se faire voir au niveau de Mayotte et aussi au niveau national ici à Montpellier, en France métropolitaine. Donc si tu n'es pas en body, on va dire national, c'est très difficile déjà de se valoriser, parce que voilà, certes on danse, mais on a aussi ce besoin, parce que lorsqu'on danse on ne donne pas de sous, c'est juste la valeur morale que les autres danseurs ou les spectateurs nous donnent, nous accordent, qui est très plaisant pour nous, quoi. Donc c'est ça que nous on cherche, mais pas du tout le côté financier. Pour nous c'était vraiment l'événement phare, c'est toujours l'événement phare, mais aussi c'est aussi une récompense par rapport à tous les années passées que nous avions commencé à danser. Il faut vraiment rester bien dans sa tête pour pouvoir tout réussir. C'est difficile certes, mais c'est ces directions-là qui amènent au succès, à savoir que Boti Mayotte, on l'a gagné 3 fois de suite, et 3 fois de suite, c'est 3 fois de mental, de vérité pour nous, en tout cas de se dire la vérité, de se dire que par exemple, là tu danses mal, tu dois t'améliorer, donc je dois m'améliorer sans être égoïste, de dire ah non, moi c'est toi la faute, non. Donc il faut vraiment rester vrai, c'est le vrai message qu'on donne aux danseurs mahorais, mais je pense aussi à tout autre jeune qui veulent s'en sortir. La question que j'aimerais vous poser, c'est au niveau de la sélection du crew qui est à Mayotte, les deux crews. En fait, je voulais savoir comment ça s'est passé. Alors sur Mayotte, c'est un peu particulier parce que du coup, ça fait 4 ans que maintenant on travaille là-bas. Donc le crew qui est venu, il y avait 2 crews de Mayotte cette année, puisque du coup le crew qui a eu le meilleur show, qui s'appelle East Side, eux, ils avaient gagné déjà 3 fois la qualification à Mayotte. Donc l'année dernière, on a travaillé avec eux, avec plusieurs intervenants, avec Mohamed Belarbi, qui est le chorégraphe des Vagabonds, et avec Kenji, qui est aussi un chorégraphe qui lui est réunionnais, donc qui allait souvent sur la Réunion et qu'on a rapproché de Mayotte. Et eux, ils ont préparé toute l'année justement avec ces 2 intervenants-là, justement leur show et aussi le travail technique des danseurs. Pour justement, l'objectif c'était d'arriver à avoir un meilleur résultat, puisque chaque année, quand ils venaient, en général ils finissaient dernier, avant-dernier, donc c'était un peu compliqué pour eux. Là-bas, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas de salle pour s'entraîner. La plupart sont dans des situations, on va dire, sociales très compliquées. Ils ont limite l'électricité. Ils mangent une fois par jour, sauf quand on y va pour les stages où ils ont 3 repas par jour, mais c'est vraiment très compliqué pour eux. Donc du coup, on travaille avec une association là-bas et on y va régulièrement, grosso modo tous les 2 mois, pour proposer à la fois des stages, des formations. Et du coup, là, cette année, accompagner du coup, le travail du crew. Et l'objectif, c'était au moins se qualifier dans les 6 premiers. Donc, quand ils ont eu le meilleur show, ça a été pour eux
le Graal qui était atteint. Donc là-bas, ils ont été fêtés en héros national en rentrant. Ça a fait le tour de l'île direct sur Internet. Donc du coup, pour eux, ça a été vraiment une très belle expérience. Moi, j'aimerais juste savoir, en fait, par rapport au battle, ça fait 15 ans que ça existe, l'évolution des crews, en fait. Alors, l'évolution des crews, là, par exemple, l'exemple de Ma Cité va briquer, par exemple, c'est la deuxième voire troisième génération. En fait, c'est les petits, même s'ils sont plus très très petits, mais bon, comme Yashiro qu'on voit à l'écran, qui est en fait un crew qui s'appelait Fantastic Armada, donc qui était un groupe qui a déjà gagné le Battle of the Year France, qui a été finaliste du Battle of the Year International, si ma mémoire est bonne. Donc là, on est dans une période en fait où les crews, on va dire historiques, qu'on a pu avoir justement de 2001 à 2010, grosso modo, qui était un peu la première génération, ou la deuxième au niveau du break, mais en tout cas la première sur le Battle of the Year, où maintenant ils ont formé d'autres générations. Donc c'est des plus petits, des plus jeunes qui arrivent justement maintenant à avoir un certain niveau et qui viennent justement participer au Battle of the Year. Donc on est dans une période encore, je pense, pour les 2 prochaines années, où on aura pas mal de danseurs ou de breakers qui n'ont pas forcément une grosse expérience en termes de chorégraphie, qui sont en général coachés ou suivis par des plus anciens qui eux ont déjà participé. Et du coup, c'est ça qui est intéressant de voir, parce que justement, ça laisse un peu la porte ouverte à tout le monde, parce que souvent, les années précédentes, il y avait des crews historiques ou des crews qui étaient avec des niveaux vraiment très très élevés, comme Vagabond, comme Pokémon, qui venaient puis qui trustaient un peu les premières places. Donc là, je pense qu'on va avoir encore 2-3 ans où ça va évoluer, puis ce qu'on peut remarquer, c'est que le côté technique, même s'il reste présent, on retrouve quand même maintenant depuis quelques années, 2-3 ans, on va dire, vraiment un côté danse qui est plus intéressant, parce que du coup on était parti dans des extrêmes en termes d'acrobatie, du coup on a l'impression de voir du cirque et puis voir de la danse. Donc du coup c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que ces jeunes-là ils reviennent aussi à des références qui datent des années 90 où la danse est beaucoup plus présente et l'acrobatie peut-être un peu moins présente. Une petite anecdote sur ces 15 ans d'expérience sur le battle? Une anecdote en particulier, non, moi ce qui m'a marqué ça a été les victoires des crews français, donc que ce soit 2001 Wanted, 2006, 2003 Pokémon, 2006 Vagabond, et après l'organisation du Battle International aussi qui a été aussi à l'Arena pendant 3 ans, quelque chose d'intéressant. Et ce qui est surtout intéressant, c'est de voir comment ça se développe et comment ce battle-là, en plus d'être un spectacle, est aussi un outil pour justement développer des projets, que ce soit sur l'outre-mer ou même dans la région, puisque le Battle of the Year France, il a été organisé 3 ans à Nîmes, ça a permis d'accompagner la structuration d'une association à Nîmes. Donc c'est vraiment ça qui est intéressant et important pour nous, c'est que ce ne soit pas qu'un événement, mais que ce soit aussi un outil pour pouvoir après développer des choses de fond, on va dire, sur le domaine de la danse ou de la culture hip-hop en général. Je propose de regarder le reportage qui a été réalisé par Vincent et Yacine sur le crew Ma Cité va briquer. Personne n'est leader du groupe, moi je suis juste référent, mais tout le monde est apte à être leader du groupe. On est originaire de la ville de Meaux, 7700, donc c'est là où a été tourné le film, donc en banlieue parisienne. Donc on a voulu faire hommage au film et surtout faire hommage à notre quartier. Donc il faut savoir qu'à Meaux, c'est une ville, surtout en culture urbaine et en danse hip-hop, qui a été vraiment un grand phénomène à l'époque. Donc à l'époque de 95, il y avait les grands qui étaient là en train de commencer à connaître le break, à kiffer la vibe. Donc c'était une toute nouvelle mode. Et donc en gros, voilà, donc, le but c'était de représenter la ville au niveau de la danse. C'est les Français qui m'ont motivé avec Ibrahim Dembélé, Actuel Force ou autres, et même mes grands Fantastic Armada, dans le groupe aussi que je suis actuellement. Et puis oui, voilà quoi, c'est comme ça que je suis rentré et j'ai kiffé. Le groupe il est tout neuf, hein, il s'est fondé en
en 2013-2014. Il faut savoir qu'à la base, Ma Cité va breaker, c'est un concept qui a été créé par deux de nos jeunes, donc Digiboy et Ludo, qui ont fait une série comique sur YouTube, juste pour rigoler, histoire de raconter leur aventure dans la danse. Et donc forcément, ça a pris de l'ampleur, ils ont fait quelques séries, je vous invite à regarder sur YouTube le lien, donc Ma Cité va breaker. Et ensuite, les petits ont voulu former un groupe dans lequel ils voulaient représenter le break à mots. Donc en fait, inconsciemment, involontairement, ils ont créé un superbe concept que tout le monde adhère dans notre ville et même dans la France entière. Et aussi, ce groupe-là a été vraiment validé par rapport à un décès de notre frère Paulito, donc un gars qui danse avec nous, qui est décédé là, Paulito 77, vous voyez derrière, voilà, toute l'équipe. Et si on a fait le bocce, c'est pour lui avant tout. Pour lui, pour la ville et pour nous. Vraiment lui rendre cet superbe hommage au grand max au niveau national, voire international. Paulito, c'est notre force pour tout donner ce soir. Donc là, on est une équipe de frères. Voilà, il y a peut-être deux personnes qui viennent de l'extérieur, Faro qui vient de Lemay et Fadi de Lorient. Mais il faut savoir que même s'ils viennent de l'extérieur, ça reste nos frères. Moi, le petit mot de la fin, comme je dis, il faut croire en ses rêves, il ne faut rien lâcher. Rien n'est impossible. Quand on veut, on peut. Et n'hésitez pas à rester dans votre style et que ce soit même dans la vie. Faites ce que vous avez à faire, surtout la réussite. Est-ce que vous aussi, vous pratiquez le BMX quand vous étiez jeune, avec vos enfants ou... Alors moi j'étais plutôt sur le skateboard, comme je disais au début de l'émission. Donc après, mes filles font un peu de BMX, font un peu de skate, bon, comme un peu tous les jeunes, ils touchent un peu à tout. Mais moi j'étais plutôt au départ sur le skateboard, qui était vraiment mon sport, on va dire, de prédilection. Vous avez commencé vous avez commencé à quel âge? Alors moi j'ai commencé un peu tard, parce que nous à l'époque c'était pas comme maintenant, tout ça c'est pas très développé, donc j'ai dû commencer, moi j'avais 15 ans à peu près, 15-16 ans quoi, quand en fait c'est quand je me suis retrouvé à Palavas, où du coup il y avait pas mal de trucs de planche à voile, de trucs où l'été on allait faire un peu tout ça, et on a collé un skateboard en fait, une voile sur un skateboard, et à partir de là on a commencé à faire du skate et ça s'est mis en place. Vous parlez de Palavas, donc est-ce que vous avez aussi connu les débuts du FIS à Palavas? Ouais, les premières années, oui, 99 à peu près, enfin même un peu avant, où chaque année on participait ou on travaillait pour justement sur les compétitions de skateboard, essentiellement d'ailleurs, pour le FIS. D'accord. Et je vais vous faire signer le livre d'or de Kayna TV. Oui, avec plaisir. Si vous voulez bien. Je renverse pas tout ça. Avec mon écriture de chat. Ouais. Je souhaite longue vie à la culture hip-hop à Montpellier et à la Paillade, puisque on est en train de préparer plein de choses pour la rentrée ici. Et puis longue vie à Kayna TV aussi, puisque c'est un de nos partenaires. Et puis bonnes vacances, puisque c'est la période. Donc voilà. Et puis merci à vous. Alors Thomas, permettez-moi de vous offrir ce t-shirt de Kayna TV, offert par tout le groupe Kayna. Super, je le porterai tout l'été. Merci à vous. En espérant qu'il vous tienne le chaud. Ben oui, en noir comme ça pendant l'été, ça va être bien. Merci beaucoup. C'était bien chez moi. J'habite à la Paillade, sur une émission réalisée par les jeunes de l'IEJ sur Thomas Raymond. Je remercie les caméramans, mademoiselle Yasmina, monsieur Yves, monsieur Yacine et Oussama, et aux régies Sylvain. Donc, vous pouvez nous retrouver sur le site de Kayna TV. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt.